non seulement ça, mais j'ai une autre particularité ici. Dans le cadre pluridisciplinaire et interdisciplinaire que vous avez évoqué, je suis historienne. J'ai travaillé sur les normes comptables, l'introduction des normes comptables en France au XXe siècle, mais sinon, voilà, je ne suis pas du tout une praticienne des normes, hein, si ce n'est que j'ai lu le dernier Astérix, hein, mais à part ça, c'est pour ne pas le citer. Je remercie aussi les trois intervenants de m'avoir envoyé des présentations relativement succinctes des points qu'ils allaient évoquer, mais je pense que le mieux, c'est sans doute de leur laisser la parole pour qu'ils se présentent et puis aussi pour qu'ils abordent le sujet. J'essayerai de modérer au mieux en passant surtout, hein, en essayant de stimuler les échanges entre la salle et les intervenants qui sont des praticiens. Voilà. Bonjour, donc Rémi Reus, AFNOR Normalisation. Je m'occupe tout particulièrement au sein d'AFNOR des relations avec les consommateurs et les collectivités territoriales. Et donc, je voulais juste un tout petit peu réagir ce matin par rapport à l'introduction sur le chiffre que je ne connaissais pas de 1 200 000 normes au niveau international. Ce serait curieux de savoir comment ce chiffre a été établi. Il a été rappelé qu'en France, on avait un catalogue AFNOR de normes volontaires de 33 000 documents. Les collectivités territoriales ne citent souvent un chiffre qui vient de l'Association des maires de France de 400 000 normes à caractère réglementaire. Sachant que dans ce décompte, une réglementation qui comporte par exemple 5 spécifications est comptée comme 5 normes. Donc le compteur peut monter très très vite. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion de rentrer un peu dans le détail. Et par rapport à Astérix, je vous en recommande vraiment sa lecture. Vous verrez que le personnage, donc AFNOR, l'énorme AFNOR, est peut-être un peu effrayant, mais il rend service. À la fin, d'ailleurs, on voit qu'il est un petit peu en retard, mais quand même, il rend service. Donc voilà, ce sera intéressant d'en discuter. Merci, bonjour. Donc, je suis Jean Dulac, je suis fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Donc la vision que j'ai de la norme, moi, c'est complètement la norme contrôle. Donc ça va être intéressant de voir le débat avec l'AFNOR et avec les autres participants, comment on fait du droit souple quand on doit faire de la réglementation dure. Notamment, on pourrait parler des enjeux fiscaux de la dernière période et des dernières émissions, y compris encore hier soir, où il faut arriver à lutter contre des pratiques abusives et anormales de la part d'opérateurs économiques. J'ai une double responsabilité, c'est que je travaille au bureau de la politique de la concurrence. Donc là, la norme, c'est pas de la norme française, c'est de la norme européenne, tout sort de Bruxelles. Tout le droit de la concurrence qui nous irrigue et qui irrigue à la fois les collectivités territoriales, mais aussi, j'allais presque dire, notre vivre ensemble avec les obligations de considérer que le marché est l'alpha et l'oméga de tout et que tout est marché. Et donc, du point de vue de la dépense publique, notamment, tout doit être mis sous forme de marché, y compris ce qui est la norme sociale, l'assistance à la personne en grande difficulté. Tout ça, ça crée un contexte tout à fait particulier. Et puis, par ailleurs, j'ai la chance d'être formateur permanent à l'école de la concurrence sur les problématiques de contrat public, commande publique. Et là, on a un vrai questionnement sur la norme. On a une norme qui est extrêmement émiettée en la matière, qui rend le respect extrêmement complexe pour les collectivités territoriales, entre les gendarmes couchés qui ont une hauteur réglementaire obligatoire, ils sont tous en infraction, je vous le dis quand même tranquillement, les aires de jeu dans les espaces publics ou autres. On est vraiment confronté à de la norme dure, pour le coup, et qui, dans nos organisations de société, dans notre vivre ensemble des collectivités territoriales, je pense qu'on est arrivé à un point dur où il faudra qu'on trouve un dépassement de cette norme. Donc pourquoi pas du droit souple. Bien, bonjour, Jean-Pierre Congy, donc je suis praticien, c'est-à-dire que depuis 1995, j'accompagne un certain nombre d'entreprises, essentiellement des PME, je dirais de l'ordre de 50 à 150 personnes, donc de petites PME, sur le chemin donc de la normalisation. Deux catégories, une typologie assez simple au départ, c'est-à-dire ceux qui viennent nous voir parce que c'est extrêmement urgent, parce que s'ils ne sont pas certifiés, ils risquent de perdre des marchés ou de ne pas pouvoir en conquérir. Et puis d'autres, beaucoup plus rares au début, qui venaient trouver un système de management original en espérant que ça allait les enrichir. Aujourd'hui, ça commence à s'inverser, donc la deuxième catégorie commence à être majoritaire. Par contre, je voudrais juste insister ce matin sur un point qui est que c'est vrai qu'on porte beaucoup de mots à la norme, mais ce phénomène est amplifié par l'impréparation structurelle
des entreprises à recevoir la norme. C'est-à-dire qu'en fait, on a des systèmes organisationnels qui se sont bâtis au fil du temps, qui ont souvent sont bâtis sur de la réactivité, c'est-à-dire qu'on a mis en place un certain nombre de choses au gré des clients, au gré des contrats. On a une culture compagnonique avec des gens qui sont totalement autonomes et d'un seul coup, pour répondre donc à ce problème normatif, eh bien, on a un décalage total entre les systèmes organisationnels existants et puis toutes les obligations qui nous tombent sur la tête. Et donc, je pense que on a un réel travail à faire sur l'évolution de ces systèmes et qu'une fois qu'on aura beaucoup progressé dans ce domaine, eh bien, les normes paraîtront beaucoup moins contraignantes et beaucoup plus souples aux entreprises. Merci. Est-ce que ces présentations rapides suscitent des questions ou non? Non. Moi, j'ai vu 3 points, hein, en particulier. Le premier, ce serait les statistiques. Comment compte-t-on les normes? Alors, on peut poser la question aussi de qui les compte, et est-ce qu'en fonction de celui qui compte les normes, qui les évalue, hein, il n'y a pas une différence importante. Bon, la contrainte aussi, est-ce qu'on peut parler de droit souple quand il faut imposer, ben justement, dans le cadre d'une législation, la concurrence, par exemple, pour le respect de la concurrence, ou vous luttez contre la fraude, le sens même de droit souple dans ces cas-là, peut être questionné. Dans quelle mesure une norme a-t-elle un intérêt si elle n'est pas respectée? Moi, j'avais travaillé sur les normes comptables. Bon, il y a une normalisation comptable à partir en France, hein, du début, à partir du moment où tout le monde commence à compter à peu près de la même façon pour aller vite. Hein. Donc ça remonte aux marchands vénitiens, d'accord, mais bon, plus généralement, c'est à partir du début du XXe siècle. Cette normalisation comptable a un intérêt relativement réduit puisque le plan comptable n'est pas obligatoire. Donc quel est le sens, quel serait le sens d'une norme si elle n'est pas rendue obligatoire? Qui sont les instances de contrôle sur le plan historique, hein, ce sont des questions qu'on peut être amené à poser, et sur le plan aussi, évidemment, pour la période contemporaine. Et puis, quelles sont les possibilités des entreprises, PME, grandes entreprises, de quelles possibilités disposent-elles pour appliquer et pour faire appliquer ces normes, parce que, visiblement, pour les normes comptables aussi, hein, c'est pas mon obsession, mais bon, quand même un peu, les entreprises ont beaucoup de mal à appliquer ces normes comptables, d'où une profession, hein, qui se développe, de conseil, d'audit, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai un certain nombre de questions qui pourraient éventuellement susciter des commentaires de votre part, hein, puisque je modère, mais surtout, je ne veux pas modérer en écrasant la salle. Voilà, vous organisez ça un petit peu comme vous le souhaitez. Est-ce que ce que j'ai dit, voilà, suscite... Exactement. Voilà, oui, ça, ce serait bien. Voilà. Et effectivement, ça me semble nécessaire, en particulier au niveau des normes volontaires qui sont donc le fruit du travail de la normalisation. On a un contexte qui nous est souvent un petit peu difficile, c'est qu'il y a une grande confusion de termes. Sous le mot norme, et ça marche en particulier en français, sur le mot norme, sous un même vocable, on rassemble beaucoup de types de documents différents dans leur mode de construction, de qui rédige le texte, et puis dans son mode d'application. Tout à l'heure, je citais ces 400 000 normes caractères réglementaires qui impactent les collectivités territoriales, donc à comparer aux 33 000 normes volontaires, dont une partie seulement concerne notamment les collectivités territoriales. Et il y a une distinction vraiment à comprendre sur ce vocabulaire. Alors, les anglo-saxons ont des termes différents, parfois, entre regulation ou standards, qui vont faciliter un petit peu la différenciation. Nous, on baigne dans cette source de confusion. Donc, il faut bien prendre cette distinction en tête, savoir de quel type de document on parle, qui l'a rédigé et comment il s'applique. La réglementation, ça vous le connaissez bien, hein, c'est top-down, comme disent les anglo-saxons, hein, c'est décidé par le prescripteur et ça s'applique par définition parce que c'est réglementaire. La normalisation, les normes AFNOR, sont un processus d'écriture radicalement différent puisque AFNOR tiendra le stylo, mais la matière première, elle est donnée, écrite, fournie par les experts représentant l'ensemble des parties prenantes qui sont intéressées par un sujet. Entre acteurs économiques, on a souvent besoin de pouvoir se comprendre, donc besoin de documents de référence pour être sûr qu'on parle de la même chose, que ce soit de la terminologie, des méthodes d'essai, des méthodes d'organisation, ou que sais-je encore, multisectorielles. Et donc, ce sont dans le principe d'écriture, de production des normes AFNOR,
Ces documents donc, sont écrits en rassemblant autour d'une table l'ensemble des acteurs concernés par un sujet. Donc les acteurs, ça va être les pouvoirs publics, les industriels, les professionnels, les utilisateurs, consommateurs, ONG, collectivités par exemple. Et ce sont ces représentants donc, concernés par un thème commun, un thème d'intérêt commun, qui ont identifié le besoin d'avoir un référentiel structurant pour accompagner leur développement, pour être utilisé en tant que référence volontaire. Donc volontaire parce que c'est un document qu'on va utiliser si on le souhaite. Il n'y a aucun caractère d'obligation sauf cas particulier. Et donc c'est un document qui va en fait après être utilisé de fait parce que comme il a été construit consensuellement en rassemblant les intérêts de chacun, il sera du coup le document de référence utilisé parce que répondant aux besoins que chacun aura pu exprimer lors de son élaboration collective. Et donc on a vraiment sur un processus différent, sachant que aussi toute norme est soumise à une révision quinquennale. Donc tous les 5 ans, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ce document. Est-ce qu'il est parfait comme ça, donc on le proroge, on continue comme ça, ou bien il a besoin d'être révisé parce que le contexte a évolué, le progrès technique a évolué, et donc il faut le mettre à jour, auquel cas il est remis sur le plan de travail et révisé. Ou bien il est devenu caduc, il ne sert plus, il a été remplacé par un document plus récent, auquel cas il est sorti de la collection. Et pour avoir quelques chiffres en tête, on a donc 33 000 documents dans le catalogue, à peu près 2000 documents nouveaux par an, dont les 3/4 sont en général des révisions, et à peu près une proportion égale de documents qui sont sortis de la collection. Donc on a une collection qui est relativement stable et qui n'évolue pas tel qu'on peut l'avoir sur d'autres types de documents. Et donc un processus d'élaboration très différent, un mode d'utilisation très différent. En complément, rapidement, moi, je pense qu'on peut essayer de définir la norme selon deux angles d'attaque qui sont quasi opposés, mais on verra qu'à vers la fin, ça se rejoint. On pourrait parler de norme du doit-faire et de norme du mieux-faire. La norme du doit-faire, c'est tout l'ordre réglementaire, politique, organisation collective, avec normes juridiques, normes comptables, normes techniques. Et dans la norme technique, c'est là qu'on passe dans l'ordre du mieux-faire, parce que la norme technique, comme le disait très justement le participant de l'AFNOR, ce n'est pas une norme contraignante, c'est une norme construite par les socioprofessionnels pour essayer de donner des définitions communes. Si on revient à notre problématique marché que j'évoquais dans mon introduction, marché au sens concurrence du terme, il ne peut pas y avoir de marché s'il n'y a pas de normes, s'il n'y a pas un cahier des charges, s'il n'y a pas une description du besoin et quelque chose en face où les entreprises vont avoir, on parle de cahier des charges normatif, vont avoir un cadre dans lequel elles vont pouvoir s'inscrire pour faire une réponse intelligente. Et je pense que ça permettra à mon collègue de gauche de rebondir. Il n'y a pas de marché possible. Donc on a à la fois un besoin et une nécessité d'avoir de la norme du mieux faire pour définir assez clairement quels sont les enjeux de telle ou telle mise en concurrence, de tel ou tel marché. Et en même temps, on a une nécessité pour le vivre ensemble d'avoir une norme du doit-faire. Et c'est cette norme du doit-faire qui est aujourd'hui extrêmement attaquée. On parle du droit souple, comme l'a dit le Conseil d'État, ou qu'on voit le recul de la régulation, où au bénéfice du marché, l'État doit rester le plus étroit possible, le plus en retrait possible, et laisser fonctionner librement le marché. Sauf que le marché, il faut qu'il travaille avec une base de normes qui passera vraisemblablement à terme de la norme conseillée, j'allais dire, ou de la norme produite collectivement à une norme qui deviendra contraignante par nécessité. Oui, alors, ce que je pourrais peut-être ajouter au niveau des chefs d'entreprise, c'est qu'il y a une confusion certaine entre la réglementation et la normalisation. Et puis parfois, c'est aussi un peu un confort. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut se défausser sur la norme en se disant que si on n'est pas tout à fait capable de passer des consignes en termes managériels purs, on peut dire que c'est à cause de la norme qu'on est obligé de faire ci, c'est à cause de la norme qu'on peut faire ça. Et ça entretient encore plus la confusion. Je pense que, pour être clair, au départ, moi, c'est ce que j'essaie de faire au niveau de nos interlocuteurs, c'est de dire que la norme, c'est avant tout un questionnement, un chemin de question, et que l'entreprise doit fourbir ses réponses singulières. Mais pour que ces réponses singulières soient intelligibles, là je reviens au niveau du marché, donc il est certain qu'il vaut mieux qu'elles correspondent à un référentiel de façon à ce qu'on puisse établir un dialogue entre le marché et l'entreprise. Sauf que dans ces entreprises, il y a une culture.
Il y a une culture qui est surtout centrée sur les processus de réalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on possède un métier, et au niveau de ce métier, on a des pratiques bien ancrées, et on n'est pas très ouvert, d'une part, à accepter d'autres types de pratiques. Et puis, deuxième point, c'est qu'on occulte totalement ce que nous appelons, nous, les processus support, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui va conforter l'entreprise dans son système organisationnel. Et là, ces processus support, il faut bien dire que historiquement et culturellement, j'ai pu entendre il y a quelques dizaines d'années des gens de belles petites entreprises qui parlaient de la paperasse. Dire que bon, il y a des trucs obligatoires qui sont trucs, c'est de la paperasse, mais en fait, l'intérêt, c'est d'aller chez le client, c'est de faire du chiffre d'affaires. Donc, disons que cette approche culturelle fait qu'il y a une incompréhension de la norme, et je pense que vous avez raison de demander la définition, et je pense que ça serait très intéressant d'avoir une définition très très précise et de pouvoir la diffuser, parce que derrière cette incompréhension, on va reporter toutes les difficultés que l'on a sur en fait l'aspect normatif, alors qu'en fait un grand nombre de ces difficultés proviennent du système lui-même. Merci. Est-ce qu'on a à peu près répondu ou pas? Donc une prescription, des prescriptions, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que lorsqu'on définit la statistique, si Desrosières définit la statistique comme une convention, enfin les statisticiens en général, là on est aussi dans un domaine de convention. Vous parlez de consensus, de convention, apparemment une norme qui serait complètement anachronique ou à contre-courant ne pourrait pas s'imposer. Voilà, et aussi on voit bien là l'adaptabilité de ces normes. On n'a pas de données qui soient figées a priori. Alors, moi, je risquerais encore de reposer les mêmes questions. Qu'est-ce qu'une norme qui n'est pas respectée, du coup est-ce qu'une norme qui ne serait pas respectée aurait... Ça pose plusieurs questions aussi, la définition ou les définitions. Il y a aussi les définitions de l'expertise. Parce que, du coup, ceux qui définissent ces normes, comme des conventions, il y en a bien au bout du compte, au terme de même au sein de l'AFNOR, qui définissent ces normes, on leur reconnaît une certaine capacité d'expertise. Alors ça, historiquement, ça va être tout à fait daté, la définition de l'expertise. Cette expertise est-elle à tous les coups légitime? Est-ce que parfois on ne peut pas la contester? C'est peut-être un peu général ce que je raconte, mais comme on a 3 voix susceptibles de répondre, on peut peut-être conjuguer cette question de l'expertise à 3 voix et la norme convention, et voilà. Qui sont les experts? Est-ce que, par exemple, pour les représentants des patrons, les représentants des petites et moyennes entreprises, est-ce que ces représentants sont souvent ou pas représentés justement dans les institutions de normalisation? Voilà. Bon, est-ce qu'il y a une demande aussi du patronat? Ce serait une chose. On reviendra ensuite évidemment sur le droit souple aussi, voilà. Alors, de ce que j'en sais, parce que là, je n'ai que ma petite expérience, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur du bâtiment, donc avec un organisme qu'on peut nommer, qui est la CAPEB, donc la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. On a une représentation professionnelle très franco-française, c'est-à-dire qu'il y a une part politique très importante, on est souvent centré sur la défense des intérêts des métiers, et il faut l'avouer, pas forcément très très ouvert sur l'extérieur et l'évolution des métiers. Donc on a plusieurs pratiques, c'est se retrancher sur un camp fortifié pour défendre ses acquis, et puis hésiter à aller au-delà. Et dans ce concept-là, je ne suis pas sûr que les représentants professionnels soient des alliés précieux, si ce n'est que pour essayer de mettre des barrières de protection, je dirais. Et ça, c'est un principe qui est pas très, très, très valorisant. Je voudrais en prendre juste un exemple. Si je prends, par exemple, les normes système, on va prendre l'ISO, qui est le plus courant. Le premier point de la norme, c'est l'engagement de la direction. Le fossé culturel, je vais vous l'illustrer de 2 manières. Première manière, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui demandent à l'accompagnateur de rédiger la lettre d'engagement. Donc déjà, vous voyez, il y a un fossé culturel. C'est-à-dire que la norme dit que le chef d'entreprise doit s'engager, parce qu'il doit s'engager à donner des moyens pour appliquer la norme, il doit s'engager à définir une stratégie. Et là, tout de suite, on se défonce en disant aux consultants, faites-moi la lettre, je vais la signer. Donc, vous voyez, il y a déjà une incompréhension de départ. Deuxième illustration, la norme, c'est une déclinaison stratégique quelque part.
Donc, c'est-à-dire que c'est de mettre en place un système organisationnel au service des objectifs de l'entreprise. Et là, bah, c'est probablement la plus grande difficulté qu'on peut avoir dans une PME, c'est de définir une stratégie au chef d'entreprise sur 2 ans ou 3 ans, de façon ensuite à voir comment on peut insérer ces objectifs dans une déclinaison normée. Bon. Et donc, c'est quand même essentiellement un fossé culturel. Moi, je voulais juste faire un peu l'iconoclaste, si vous permettez, sur cette thématique de l'expertise. D'abord, il faut qu'on arrive à découpler expertise de production et expertise de contrôle. Qui produit la norme et qui contrôle la norme. La norme dans les 2 acceptions que j'ai vues tout à l'heure. On a une vraie difficulté, et c'est culturel, là, je pense, pour le coup, c'est franco-français, c'est que le benchmarking, c'est pas notre seconde nature, par défaut. Puisque comme nous sommes les meilleurs depuis de nombreux siècles, c'est vrai qu'on a un peu de mal à aller regarder ce que font ne serait-ce que nos amis européens, je ne parle pas des pays tiers. Donc ça, c'est un vrai enjeu, qu'il s'agisse de la norme comptable, mais qu'il s'agisse aussi du droit positif, s'agissant par exemple du droit de la concurrence. Donc le problème de la norme, de l'expertise de production, c'est qu'on n'est pas dans une expertise de production proactive aujourd'hui, on est dans une expertise de production rétroactive. C'est-à-dire qu'on est dans un système de judiciarisation des échanges qui fait que dans cette production de la norme, l'idée, c'est le principe de précaution. Je veux avoir un document, et j'adore la photo du colloque où on coche des croix. C'est le travail que font nos amis des services vétérinaires. Je vais être concret, je m'excuse auprès d'eux s'il y en a dans la salle. Les gens de la DSV ne font pas de contrôle, ils font des inspections. L'inspection, c'est quoi? C'est contrôler que par rapport à un référentiel, vérifier que par rapport à un référentiel, les choses qui sont prévues dans ce référentiel ont été effectuées ou pas. C'est-à-dire que si la croix, la case est cochée à non, c'est pas grave, on fera la somme des noms à la fin, et puis on enverra à l'atelier de production alimentaire ou autre un beau dossier en leur disant, voilà, par rapport au référentiel de 50 points de visite, eh bien, vous en avez 48 qui sont en non-conformité, donc il faudrait penser à le corriger. Ça, c'est la vision production et application de la norme du principe de précaution. Alors, je vais encore faire c'est une norme alibi. C'est une norme judiciarisante. Je suis protégé parce que comme j'ai mis mon organisation sous assurance, sous cette assurance-là, et que les services ont bien rendu leur rapport avec les croix dans les bonnes cases, eh bien, j'ai gagné le cocotier. Vous voulez un exemple concret? Prenez les prothèses PIP. On est en plein dans l'actualité. C'est-à-dire le TÜV prévient 15 jours avant l'opérateur économique en lui disant on viendra contrôler que le produit que vous mettez à l'intérieur de la prothèse est conforme à la norme et aux obligations imposées par le ministère de la Santé. Évidemment, quand on prévient 15 jours avant, les barils de produits non conformes qu'il utilisait, il les cache dans un coin, il réinstalle sa nouvelle comptabilité avec les bonnes factures et le contrôle n'y va que du feu. Et c'est pourtant le plus gros organisme de certification allemand qui a validé, c'est le TÜV quand même. Bon, ça pose question. Alors deuxième approche, c'est l'expertise du contrôle. La question, c'est comment on forme le contrôleur. À la vitesse à laquelle est produite la norme, il a toujours un train de retard. Et puis deuxièmement, est-ce qu'on a envie qu'il y ait du contrôle? Une vraie question. C'est-à-dire du vrai contrôle, c'est-à-dire pas du contrôle de l'autocontrôle, pas du CP2M, comme on dit, pas du contrôle de première mise sur le marché. C'est-à-dire que ça, c'est transféré à des cabinets privés. Je vous donne un exemple encore très pratique et très compréhensible. La DGCCRF a 8 laboratoires, 450 personnes pour un effectif total de 3000. La question récurrente des ministres depuis 20 ans, c'est pourquoi ça nous coûte aussi cher d'avoir des labos? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire nos analyses à des laboratoires privés? C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour les empreintes digitales, pour ce genre de besoins. Mais si on n'a pas de laboratoire spécialisé sur les denrées alimentaires, on va aller faire nos analyses chez qui? Chez Eurofin, comme vous l'appelez comme vous voulez, qui est le leader européen, qui travaille pour Carrefour, Leclerc, les producteurs de l'ANIA. Donc quand il aura 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec l'ANIA et qu'il aura 3 000 euros de chiffre d'affaires d'expertise, de contrôle, donc pour sanctionner au ministère des Finances, à qui il donnera les meilleurs résultats? Je ne parle pas de la probité, je parle juste de l'économie de marché, moi. Juste pour rebondir, pardonnez-moi, sur le premier point, c'est qu'il y a un effet conséquence qui est que si vous prenez le secteur agroalimentaire, le responsable du système de management par la qualité est souvent le vétérinaire. Ce qui, au niveau de la posture, change beaucoup de choses. C'est vrai, je trouve que ce débat illustre le fait, alors c'est peut-être un peu culturel, la façon dont on a conçu et utilisé le droit et qu'on voit assez fréquemment avec des
des textes alors normatifs, réglementaires très précis qui vont détailler point par point toutes les caractéristiques que telle ou telle structure, organisation est censée répondre. Et je crois que ça fait une passerelle intéressante par rapport au droit souple et la façon dont ce débat dans le droit souple pourrait apporter des éléments de réponse à cette inflation normative souvent condamnée. Et je prendrai un exemple, par exemple, qui a été cité d'ailleurs copieusement par le rapport Lambert-Boulard remis en début d'année là, sur les normes dites absurdes. Et avec en podium une norme qui était une réglementation portant sur la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire. Et ces textes donc, qui s'appliquent juridiquement sont extrêmement détaillés. On a des pages et des pages de détails techniques qualifiant chaque portion donnée à chaque enfant dans les restaurations scolaires. Vont grammer chaque type d'ingrédient, hein, donc ils appellent ça l'arrêté saucisse hein, dans la façon dont ça a été présenté, où on va, en fonction de l'âge des enfants, dire il faudra tant de grammes de tel type d'aliment, tant de grammes, et c'est vraiment une réglementation technique extrêmement précise et qui du coup a rencontré un certain nombre de difficultés chez les collectivités territoriales qui doivent être en charge de répondre aux exigences réglementaires et qui pose plein de problèmes parce que du coup ça conditionne le type d'organisation pour mettre en place ce retour d'exigence. Et là on pourrait envisager à l'objet de ce que a préconisé le Conseil d'État dans cette étude de droit souple, une façon différente de concevoir le droit. Et là, c'est un petit peu un changement culturel, c'est-à-dire de laisser au réglementeur le souhait, la volonté de fixer des exigences de résultats auxquels il convient de répondre, parce qu'il y a identification d'un problème de santé publique par la qualité nutritionnelle des plats qui sont servis en restauration. Mais plutôt que de détailler ensuite, point par point, le comment, c'est plutôt de définir les exigences du pourquoi et des objectifs à atteindre en termes d'exigences essentielles, et de laisser au droit souple la possibilité de définir le comment est-ce qu'on répond à ces exigences. Et donc de pouvoir, par l'intermédiaire de ce droit souple, donc la normalisation étant reconnue explicitement comme répondant à ces critères, le soin d'organiser de façon différente, non pas top-down mais bottom-up, hein, c'est-à-dire par les acteurs ensemble, rassemblant autour d'une table les acteurs concernés, c'est-à-dire les parents d'élèves, les personnels qui vont servir les repas dans les cantines, ceux qui vont élaborer ces plats, ceux qui les metteurs en œuvre, donc les collectivités qui mettent en œuvre. Et c'est ensemble qu'on peut imaginer qu'on puisse définir des règles de bonne pratique, hein, des guides de pratique, pour répondre aux exigences réglementaires qui ne sont pas contestées, par une possibilité de trouver un moyen adapté, répondant aux contraintes qui peuvent être très différentes entre une commune rurale et une grande ville, une grande communauté urbaine, et de tout en respectant le cadre réglementaire qui fixe des exigences essentielles en termes de résultats à obtenir, et de laisser les acteurs définir par l'instrument du droit souple la façon de répondre à ces exigences réglementaires. Donc ça, je pense que c'est un vrai défi sur la façon de concevoir le droit, c'est-à-dire quelque part de partager la façon de définir les moyens. Donc nous, côté AFNOR, on a été ravis en tout cas de voir cette légitimité apportée par le Conseil d'État sur la normalisation en tant que la reconnaissance d'instruments du droit souple, puisque ça va tout à fait dans la ligne de ce qui est fait depuis plus de 30 ans au niveau communautaire sur les fameuses directives européennes qui fixent des exigences essentielles et laissent à la normalisation le soin de pouvoir y répondre, mais de façon volontaire. On peut y répondre en suivant la norme, on peut y répondre autrement aux fameuses exigences réglementaires essentielles définies par les directives. Et donc, c'est un système qui, au niveau communautaire, fonctionne très bien, hein, sur la sécurité électrique, sur la compatibilité électromagnétique, par exemple, ou sur les équipements de protection individuelle, par exemple, où plutôt que de concevoir au niveau communautaire sur 27 pays des spécifications techniques qui seraient tellement compliquées à se mettre d'accord sur 27, on définit ensemble le niveau d'exigence et on laisse à la normalisation le soin de trouver les moyens. Encore une fois, volontairement. On peut le faire comme ça, on peut faire autrement. Donc, je crois que c'est un vrai débat de fond sur vraiment la conception, la façon de construire le droit
et qui certainement peut apporter des éléments de réponse sur ces légitimes problèmes d'adaptabilité aux situations particulières des territoires. Y a-t-il des réactions, des questions? Oui. Dans ce cas-là, pourquoi toutes les entreprises ne l'adaptent pas? Et s'ils ne l'adaptent pas toutes, dans ce cas-là, est-ce que pour eux, ils considèrent comme un inconvénient ou alors un désintérêt pour eux, et dans ce cas-là, ce sera lesquels? Au niveau normalisation volontaire AFNOR, le fruit d'une norme est toujours l'expression de départ d'un besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas AFNOR qui tout seul va dire « tiens, on va faire une norme sur tel sujet ». Au départ, il y a toujours l'expression d'un besoin par un acteur, qui peut être pouvoir public pour accompagner une réglementation, qui peut être les industriels, les professionnels, parce qu'il y a besoin d'un document de référence pour encadrer leur activité, qui peut être les consommateurs ou les ONG environnementales, parce qu'ils ont identifié qu'il y avait besoin d'avoir un document de référence. Dans la journée, j'ai vu qu'il y avait par exemple un atelier dédié là, sur la norme ISO 26000 définissant les principes directeurs de la responsabilité sociétale. C'est le fruit d'un travail qui a au départ été l'expression des consommateurs réunis au niveau international dans le comité consommation qu'on appelle le COPOLCO. Les consommateurs donc, ont exprimé le besoin d'avoir un document de référence définissant donc, les principes de la responsabilité sociétale. Donc tout ça veut dire qu'au départ, il y a l'expression d'un besoin. Il y a besoin d'avoir un texte de référence, hein, d'avoir des éléments de définition partagés. Donc une fois que ce document a été élaboré, donc, en prenant soin de rassembler l'ensemble des personnes, des parties intéressées, des parties prenantes concernées par ce thème, ensuite ce document, quand il a été arrivé à finalité, alors, sauf cas particulier, mais il va répondre aux besoins exprimés au départ. Donc il sera utilisé, il aura été conçu de façon à ne pas avoir à être adaptable, puisque en sortie, il aurait répondu aux besoins initial formulés d'avoir un texte de référence. Donc au niveau de la normalisation volontaire, le processus même d'élaboration, normalement, doit répondre à cette question. En écoutant mon voisin de droite, ça ressemble tout à fait à la production de la norme réglementairement imposée. C'est-à-dire que le projet de loi, la proposition de loi fonctionne sur le même schéma. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une espèce de corpus supérieur qui décide demain que le bien pour tout le monde, c'est d'avoir une réglementation fiscale de telle nature, une réglementation du droit de la concurrence de telle nature. Il y a ce qui remonte de l'Assemblée et du Sénat et qui produit, alors plus ou moins rapidement, et qui produit de la norme qui, elle, devient une norme contraignante. Et ce que j'observe, moi, sur d'autres aspects, et notamment tout ce qui est aspect organisation de société au niveau de l'Europe, je pense au droit de la consommation, par exemple, qui est en plein débat avec la transposition de la directive dans la loi Monk, on se rend compte que les directives sont de plus en plus étroitement transposables. On est au quasi-règlement. En clair, la marge de manœuvre historique où on avait un droit national et existant sur lequel on mettait le principe de subsidiarité du droit européen, qui a fonctionné de 1957 à en gros le début des années 2000, aujourd'hui c'est quasiment terminé cette affaire. L'affaire c'est, lorsqu'on produit du droit au niveau européen, c'est pour justement créer une unicité de marché transverse pour les 27 pays, et donc il faut que la réglementation, y compris protectrice des consommateurs, soit de même rang, de même nature et de même contrainte dans tous les pays de l'Union. Pour vous donner un exemple simple dans le projet de loi, en France, vous avez un délai de rétractation sur les crédits de 7 jours. La norme européenne est plus dure, elle passe à 14 jours. Donc il faudra bien qu'on transpose en passant à 14 jours. Sauf qu'aujourd'hui, on a sur un certain nombre de protections du consommateur, notamment sur les crédits, un corpus national qui est plus contraignant que la directive européenne. Et puis il va falloir qu'on l'assouplisse, parce que la directive devient du quasi-règlement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'adapter comme on le faisait au début. Donc, est-ce qu'on passe au droit souple ou est-ce qu'on passe au droit faible? On n'a pas encore abordé la question. Ouais, je ne voudrais pas quand même qu'on sorte de là en sortant comme idée que la normalisation de la norme est forcément une contrainte. C'est d'abord et avant tout une aide, un outil positif au développement économique. Si aujourd'hui les directives européennes, par exemple, ont mis en place les exigences essentielles en termes de sécurité par la directive dite basse tension,
Cette formulation, au départ, dit quand on met sur le marché un produit électrique, il faut qu'on soit sûr qu'on n'ait pas de problème de sécurité en l'utilisant. Heureusement que cette exigence réglementaire est faite. Et comment est-ce qu'on répond à ça? C'est pour un industriel ou pour un responsable de la mise sur le marché de l'équipement, comment est-ce qu'il fait, lui? Ce qu'il veut, c'est vendre son produit, hein, c'est développer son marché, pouvoir vendre son produit sur tout le territoire du territoire européen, librement, sans cause de difficulté. Et donc, pour ce faire, la solution privilégiée, c'est de prendre la norme technique volontaire qui s'applique au produit qui tient à commercialiser. Et s'il est conforme à la norme, alors il sera présumé conforme à la directive, donc aux exigences réglementaires. Il y aura donc moyen de pouvoir vendre son produit et développer son marché et vendre son produit sur tout le territoire européen. Donc c'est quand même une force énorme. Et donc de surtout pas, je regarde en sorte de là en disant attention, on étouffe, on fait un carcan, etc. Enfin, d'abord et avant tout, tous ces documents permettent la libre circulation, permettent de répondre de façon positive et accompagnent le développement économique, accompagnent l'innovation, accompagnent le développement des entreprises. Donc c'est pour ça que ça répond d'abord et avant tout au départ à l'expression d'un besoin et que c'est ces instruments qui sont utilisés pour permettre le développement économique, les échanges, l'interopérabilité. Si aujourd'hui on voyage un petit peu, on prend son téléphone portable, on l'éteint en France, on le rallume au Japon et hop, il fonctionne miraculeusement, ben ça c'est grâce à quelques dizaines ou centaines de normes techniques qui auront défini point par point le fonctionnement des réseaux mobiles, etc. Donc si tout ce monde est interopérable, c'est entre guillemets grâce aux normes. Et si on peut faire l'exercice de projection, imaginons ce que serait notre quotidien sans normes, ce serait un chaos complet, quoi. Absolument un monde dans lequel on ne pourrait pas fonctionner, quoi. Alors peut-être pour répondre à un autre aspect de votre question, c'est que en fait les chefs d'entreprise que je rencontre ne sont pas du tout hostiles à la norme en tant que telle. Tout ce qui a été évoqué, tout le monde en convient. C'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue lors de mon introduction, c'est qu'en fait là où ça coince, c'est la capacité à intégrer la norme dans son système organisationnel, et c'est la mise en œuvre en termes de ressources, en termes de posture intellectuelle. Que tout le monde convient, au niveau des chefs d'entreprise, que la norme est un facteur de progrès essentiel, qu'on convient même aujourd'hui que les systèmes de management par la qualité sont des systèmes qui font évoluer favorablement les entreprises, sauf que, pour parler de manière plus simple, on ne sait pas par quel bout prendre le problème. C'est qu'on a un déficit de culture managériale tel dans les petites entreprises et les petites moyennes, si je puis dire. Je connais certaines grandes entreprises qui parfois sont problématiques, qui fait que voilà, le vrai frein à la norme à ce niveau-là, il est quelque chose d'important parce qu'on ne fera jamais de progrès si on ne passe pas cet écueil. Mais peu de chefs d'entreprise remettent en question l'utilité de la norme. Oui, peut-être derrière, excusez-moi. Oui, bonjour, Sylvie Roland, directrice de la chaire performance des organisations de l'Université Paris-Dauphine. Donc vous avez parlé de la normalisation comme d'un instrument de droit souple pour répondre parfois aux exigences essentielles du législateur. Alors la question que je me posais, c'est que certains considèrent finalement que la norme peut être parfois instrumentalisée par les grandes organisations aux dépens d'acteurs moins importants pour structurer le marché. Donc ma question, c'était finalement, alors pour faire clair et très schématique, il y a une norme environnementale, Ron Poulin qui est probablement plus puissant, peut assister de manière plus assidue à un certain nombre de réunions, y compris à l'international, pour aider au processus de création de la norme aux dépens d'associations écologiques qui n'ont bien sûr pas forcément de moyens financiers. Donc bon, ma question c'était, quels sont les instruments, les financements pour assurer une gestion un peu équilibrée du processus de normalisation? Alors, c'est une question intéressante. Les Allemands ont pour introductif, 90% de la production de normalisation française est d'origine européenne ou internationale. Donc, il n'y a plus que 10% de normalisation AFNOR franco-française, et c'est un ratio qui tend à diminuer. Donc, l'Europe est une vraie réalité, en particulier chez nous,
Et donc, 90% d'origine européenne ou internationale et la plus grosse partie d'origine communautaire européenne. Donc des vrais enjeux, hein, et la France est très bien placée puisqu'on est le deuxième contributeur, on va dire, enfin, en termes de tenue de responsabilité, le deuxième en Europe et le troisième au niveau international, ISO. Donc il y a une vraie implication, investissement important, notamment des Français dans ce métier. Alors les Allemands qui sont numéro 1, ont coutume de dire, une petite maxime, là, qui tient la norme tient le marché. Qui définit la norme définit le marché. Hein. Donc, ça répond partiellement à votre question en disant oui, c'est un outil stratégique la normalisation. Un outil stratégique, et si on y est acteur actif, on aura un vrai rôle à jouer pour valoriser ses positions, défendre ses choix stratégiques. Si un industriel a dans les tuyaux un certain nombre de types de produits qu'il souhaiterait pouvoir, et si cet industriel s'investit pleinement et réussit à entre guillemets, imposer, en tout cas valoriser aussi loin que possible des solutions industrielles qu'il lui maîtrise déjà, c'est sûr que s'il réussit à imposer ça versus ses concurrents, il aura un coup d'avance et ça va permettre d'accélérer son développement. Donc il y a des vrais enjeux de participation, d'où la question effectivement d'être sûr que chacun des acteurs puisse intégrer les structures de travail qui vont travailler pour la définition de ces comment ça se passe au niveau du modèle économique. La gestion donc, de ces travaux sont faits au sein de ce qu'on appelle une commission de normalisation. C'est autour de cette commission qu'on va rassembler l'ensemble des acteurs. Donc il y a un ticket modérateur pour intégrer donc, une participation financière qui permet ne serait-ce que de faire fonctionner le système, mon salaire accessoirement et ceux de mes collègues, pour s'assurer que le système puisse convenablement opérer. Donc il y a un ticket d'entrée pour intégrer les travaux, sachant que la plus grosse partie d'investissement, ce ne sera pas l'impact financier direct, ce sera plutôt le temps homme passé par les représentants pour physiquement être présents au débat et participer pleinement à ces travaux. Donc il y a un investissement, c'est pour ça qu'il y a des structures aussi relais. Hein. Tout à l'heure, monsieur parlait de la CAPEB, donc il y a des représentants de la CAPEB qui sont très présents, très actifs dans la normalisation. Et puis il y a un principe aussi de construction, je ne vais pas forcément rester là-dessus, c'est par consensus, c'est-à-dire que quand au sein d'une commission de travail, normalisation, il y a des décisions à prendre, des chemins dans lesquels il faut aboutir de façon consensuelle. Le consensus, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une acceptation parfaite, 100% de l'ensemble des points, mais ça veut dire qu'on aura réussi par ce processus à lever des oppositions fermes. Si un acteur autour de la table, partie prenante, signale une opposition ferme, argumentée, bien sûr, si c'est je ne suis pas d'accord, pourquoi, parce que, sans argumentaire, ça va forcément s'arrêter. Mais si en revanche un acteur, petit acteur entre guillemets, que ce soit une ONG ou un consommateur, exprime une désapprobation fondamentale argumentée par rapport à une décision qui est en train de s'élaborer, là ça ne passera pas. Il faudra lever cette opposition. Il faudra trouver un quelconque chemin d'aboutissement pour lever l'opposition ferme. Alors à la fin, on aura réussi ce travail, donc il n'y aura pas forcément 100% tout de suite de satisfaction de l'ensemble des acteurs, parce que ça aura été le fruit de compromis, d'arriver à faire ce consensus. Mais c'est tout le travail, tout le talent de mes collègues qui gèrent ces commissions de normalisation, de réussir à trouver le juste milieu entre l'intérêt industriel majeur, mais le contrepoids d'une ONG, le contrepoids d'une association de consommateurs, d'un utilisateur, pour argumenter, bien sûr, pour expliquer et pour arriver ensuite à un résultat qui soit satisfaisant. Sachant que c'est souvent aussi un fusil à deux coups, puisque on sait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le document de référence, il sera publié, il n'est pas gravé dans le marbre pour l'éternité, puisque 5 ans après, on va y revenir, et donc quelque chose qui n'aura pas forcément été acquis à 100% par un acteur, mais il se dira, bon ben là j'ai réussi à adoucir un peu, bon, le coup d'après, j'en mettrai une couche, et puis voilà, c'est un processus itératif. Il y avait une question devant lui. À travers ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que la norme, c'est une sorte de main invisible, comme on voudrait renviser depuis le temps. Profond marché fait. Je voudrais poser une question à M. Congy. Lorsqu'on demande à un consultant de rédiger la demande de logement, il essaie d'expliquer aux dirigeants sécuritaires
faire le mieux tout de suite. Donc on essaie de leur expliquer que la typologie d'engagement qu'on a dans la norme, c'est d'essayer de s'engager au niveau des parties prenantes sur des objectifs qu'on va être capable d'assumer. Donc on va l'accompagner dans cet affinage de cohérence, on va lui donner des conseils en termes de rédaction, mais il est hors de question de se substituer au chef d'entreprise. C'est pas possible parce que ça serait complètement antinomique avec l'esprit public. Mais juste une petite parenthèse sur votre question, madame, parce qu'il se fait qu'il y a un retour à une production délocalisée au Maroc. Et j'ai là-bas des futurs qualificiens marocains. Et c'est juste un ressenti, hein. Je n'ai pas d'explication d'autre, mais c'est vrai que par rapport au bloc européen, par exemple, et dans l'agroalimentaire, il y a chez eux quand même un petit sentiment que la norme peut servir éventuellement de mesure néo-protectionniste. C'est clair. Bonjour, Isabelle Cadet, enseignante-chercheur à l'INSEC, ayant participé à la commission DDRS, développement durable et sociétal de l'ISO 26000. J'aimerais d'abord apporter un complément à ce que vous avez répondu à madame. Effectivement, dans ces commissions, il y a une véritable recherche de consensus multi-parties prenantes. Et la plus grande difficulté pour la FNOR, mais ils font la démarche constamment, de manière récurrente et périodique, de rechercher toutes les parties prenantes représentatives, c'est le plus difficile. Et quand on a effectivement la chance d'avoir autour de la table à la fois des multinationales mais des ONG, si possible représentatives, parce que chacun arrive avec un petit objet représentant son intérêt, la FNOR n'a pas de ticket d'entrée pour tout le monde. Sachant qu'effectivement les ONG n'ont pas d'argent, les professeurs dont je suis n'en ont pas beaucoup, eux ne payent pas. Et il n'y a pas de suffrage censitaire, c'est-à-dire que tout le monde vote. L'ONG est aussi bien considérée que le professeur, que la multinationale, qui elle va verser un ticket d'entrée très élevé. Par contre, la difficulté, c'est que le professeur ne peut pas toujours se déplacer parce qu'on est peu nombreux. Les ONG, j'en parle même pas, ils n'ont pas les moyens de venir. Et dans l'hémisphère sud, notamment dans les pays pauvres, ils ont fait des réunions justement pour que ces personnes-là puissent venir et ne soient pas par discrimination empêchées de venir du fait qu'elles ne pouvaient même pas payer le déplacement. Mais il y a une véritable recherche de consensus, si possible à l'unanimité, sinon en tout cas à la plus petite minorité opposée. Donc ça c'était le premier complément pour dire qu'on essaye quand même d'avoir tout le monde sur la table. La deuxième, c'est une question beaucoup plus technique par contre sur l'ISO 26000 que je pose à la personne représentant la DGCCRF parce qu'elle revient de manière récurrente avec les entreprises. L'ISO 26000, je ne sais pas ce que vous pouvez répondre aujourd'hui, mais je vous la pose quand même. Les entreprises sont dérangées, on va dire, en tout cas gênées, parce que la norme ISO 26000 est d'un autre, on va dire, standard, un autre standing. Elle n'est pas certifiable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas attachée à un référentiel de certification, et ce qui fait que ça dérange les entreprises qui finalement se sont appropriées, se sont imprégnées d'une culture de la certification, même si elles râlent, même si ça coûte cher, finalement elles y sont sensibilisées et elles progressent par ce biais de certification qui leur apporte des marchés, une présomption de conformité, on oublie de leur dire, mais ça quand même renverse la charge de la preuve en charge des contentieux, c'est important. Et là, elles sont gênées, on leur dit qu'il n'y a pas de certification. Alors ma question est la suivante. Il existe des pseudo-certifications, enfin des modèles, en tout cas d'évaluation de degré de maturité, et une entreprise qui usurperait un titre de certification sur une norme certifiée verrait la direction des fraudes lui dire non, vous n'êtes plus certifié, vous n'avez pas de certificat, donc vous avez une amende. En revanche, une entreprise qui afficherait « je suis certifié ISO 26000 » alors que la certification n'existe pas, est-ce que ce type d'entreprise qui afficherait certifié ISO 26000 alors que l'ISO dit « ça n'est pas certifiable », est-ce que, en tant que DGCCRF, donc autorité publique, vous auriez une sanction ou en tout cas un message à diffuser pour dire « ça n'est pas permis » ou vous êtes indifférent parce que chacun fait ce qu'il lui fait, parce que c'est volontaire? Je vais commencer par la fin. Le ministère des Finances n'est jamais indifférent. Régulièrement, il se rapproche de vous à titre individuel. Vous avez remarqué que ce n'était pas indifférent non plus. Donc, l'enjeu de la norme, pour répondre à votre question, je vais rembobiner juste deux choses. Qui a fabriqué la dernière norme sur le classement des hôtels? Qui a fait qu'on est passé d'un classement des hôtels qui était fait par la DGCCRF sur un référentiel qui datait des années 50, qui était obsolète, qui était mal fichu, qui mesurait l'épaisseur de la moquette et la taille du hall et pas forcément les équipements sanitaires. On a considéré que cette norme étant obsolète, enfin, ce texte étant obsolète, il fallait le réformer. Qui a écrit le nouveau texte? Le groupe Accor. Très clairement. C'est pour répondre à madame.
C'est pour éclairer le rôle de l'État par rapport au marché, à la normalisation par le marché. Vous avez tous fini par comprendre, j'en suis ravi, que finalement la normalisation elle a un objectif, c'est de donner des règles au marché. Pour que celui qui, et je suis d'accord avec les Allemands pour le coup, celui qui est à l'origine ou qui est le plus puissant ou le plus capable d'appliquer la norme, a fortiori la certification, ce qu'on vous l'avez très bien dit, ça a un coût, celui-là aura un différentiel positif sur le marché. Je revendique d'être ISO 9001, ISO 9001-2000, ISO, etc., d'être ISO 14000, ça c'est à la mode, hein. Il y a même des collectivités qui se posent la question si elles ne vont pas essayer de trouver une certification environnementale parce qu'on a mis un tas de pistes cyclables et qu'on trie les déchets, donc c'est meilleur pour la planète, ce qui est certainement vrai. La question, c'est l'utilisation de la norme, en termes d'image et puis en termes d'accès au marché. Si on pose ça comme postulat, on se rend bien compte que si les grosses entreprises, mais pas que, acceptent de faire tout l'effort de certification et tout ce que ça coûte, c'est qu'il y a un retour sur investissement, autrement elles ne le feraient pas. Donc si elles font ce retour sur investissement, ça veut dire qu'on enlève de la norme sociétale, publique, d'État coercitif, pour faire une norme acceptée collectivement par ce que le marché veut bien autoriser à produire. Donc il y a un moment où ça s'arrête. Il y a un moment où, par exemple, on n'arrive pas en France à mettre en place une réglementation pour imposer de savoir si les produits sont sans OGM ou sans gluten dans les mêmes tailles de caractère que ce qu'on a sur le marché américain, qui n'est quand même pas un marché extrêmement régulé par l'État. Sauf qu'il y a un texte aux États-Unis qui l'impose et qu'on n'arrive pas à imposer en France parce qu'il n'y a pas de normes européennes qui l'imposent encore aujourd'hui. Donc ça, c'est pour vous donner des éclairages par rapport au marché autre. Alors qu'est-ce qu'on ferait à la DGCCRF par rapport à une entreprise qui afficherait une fausse certification ou une certification caduque qu'elle n'aurait pas reproduite? Si on en a connaissance, premier débat, donc pour en avoir connaissance, il faut un nombre de contrôleurs suffisant. Deuxième débat, restriction de la dépense publique. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, hein, j'ai une tribune, 2 secondes. Je ne ferai pas longtemps, je vous le promets. Vous allez avoir les mêmes soucis dans les universités en termes d'emploi public. Si on a connaissance de l'infraction, effectivement, revendiquer d'être certifié alors qu'on ne l'est pas ou qu'on ne l'est plus, ça perturbe le marché. Et donc, c'est une sanction de publicité mensongère. On est d'accord. Donc, de la même manière, l'entreprise qui va se prévaloir, à condition que le contrôleur ou que l'inspecteur soit suffisamment formé, lui aussi, pour savoir la différence entre une certification 26000 qui n'est pas une certification complète, etc. Si on a cette information-là et qu'on voit une entreprise le revendiquer parce que ça lui apporte une part de marché, on est aussi en pratique commerciale déloyale. Donc il y aura moyen de sanctionner. Pour que ça puisse être sanctionné, il faut qu'on arrive au bout de la chaîne, c'est-à-dire que l'information elle entre dans le tuyau et qu'elle soit traitée au bon niveau. Je vous remercie. Oui, si je me permets, Christian Le Durand, je suis responsable d'AFNOR Île-de-France et Région Centre. Ce que vous venez d'aborder sur la norme ISO 26000, en fait, ce qui est fondamental, c'est que vous avez des normes d'exigence et d'autres types de recommandations. Fondamentalement, la norme ISO 26000 sur la RSE est une norme de recommandation. Donc elle n'est pas certifiable. Contrairement à des normes dites d'exigence qui vous permettent d'avoir une approche binaire, vous répondez oui ou non à l'exigence spécifiée dans la norme. Voilà. D'autant plus, pour aller dans le même sens que Christian, c'est que c'était des sacrés débats, hein, de la certification au niveau international. Hein, mais certains, et ceux qui ont finalement eu gain de cause, c'était de dire que l'engagement de responsabilité sociétale, c'est pas atteindre un niveau donné, mais c'est une démarche continue. Donc par définition, c'est pas certifiable au sens classique du terme, parce que c'est pas je coche telle ou telle case et j'ai fini mon engagement. C'est vraiment quelque chose de progrès continu en quelque sorte. Hein. C'est pour ça que c'est pas à proprement parler certifiable, mais c'est pour ça que malgré tout, pour pouvoir, comme vous le disiez, qu'une entreprise, une organisation puisse mettre en avant, valoriser les actions mises en place pour de vrai hein, dans son développement stratégique et dans ses interactions avec ses parties intéressées, pouvoir rendre visible, il y a des démarches connexes, hein, donc de type d'évaluation qui permettent de qualifier et de valoriser les organisations mises en place. Quoi. Mais c'est effectivement pas, proprement parler, une certification. Bon, je suis désolée, je crois qu'on va arrêter parce qu'on a déjà plus de retard. Je vous remercie beaucoup de participer. Si vous me permettez un mot en conclusion, réfléchissons ensemble, dans un futur colloque, à normalisation et ordre public économique.
nous avons le thème du colloque dans 2 ans, puisque l'objectif c'est d'en renouveler. Et on voit les convergences de points de vue et vous verrez les liens très évidents avec de nombreuses présentations dans les ateliers qui ont lieu dans les salles SUI 3 et 4 avec un fléchage qui est relativement simple pour vous. Je tiens également les petites pauses café qu'on va légèrement écourter pour respecter l'horaire du déjeuner et remercier Laurence Salé qui a largement contribué sur le plan opérationnel à ce colloque et remercier également Caroline Lambert et Florent Bourget qui s'occupe effectivement des nations du visuel. C'est enregistré, on retranscrira les propos de la table ronde. Un ouvrage sera édité aux éditions de l'EMS issu du colloque et donc permettra aux participants de recevoir aussi les retranscriptions à la fois de la table ronde et des 2 sessions plénières de 16 et 17 heures. C'est important aussi pour ceux qui nous ont traduit tout l'intérêt qui portait au colloque mais qui ne pouvaient pas venir, de pouvoir suivre les échanges qui se sont déroulés durant ce colloque. Donc petite pause café et ensuite léger déplacement pour aller dans les salles 3 et 4 pour les ateliers 1 et 2.